Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet atelier de formation consacré à la structure de l'argumentaire dans le cadre bien spécifique d'un concours d'éloquence intitulé Délie ta langue. Alors, j'ai l'honneur de briser la glace, d'être le premier à m'adresser à vous. À ma suite, il y aura de nombreux collègues qui vont essayer d'encadrer différents aspects de vos présentations. Pas nécessairement pour vous donner envie de reprendre votre copie de A jusqu'à Z, mais si on peut bonifier certains aspects, si on peut augmenter vos chances de succès, bien, ça sera tant mieux, ça sera déjà ça de gagner. Alors, Odette l'a dit, je suis professeur au département des arts, des lettres et du langage à l'UQAC, professeur d'histoire littéraire d'abord, mais aussi professeur de rhétorique. Et c'est à ce titre qu'elle m'a invité à vous faire cet atelier, à vous présenter cet atelier aujourd'hui, parce que c'est un des cours que j'aime bien donner, rhétorique et poétique, où on parle justement de ce type d'exercice qui correspond pas mal à ce que vous devez faire dans le cadre du concours. Et ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous, c'est un petit peu une mise en perspective, parce que on vous a demandé de faire un texte, on vous a donné des critères, on vous a donné quelques indications, mais c'est assez sommaire. Et je pense que c'est intéressant de voir dans quelle tradition ça s'inscrit, ce genre de concours d'éloquence. Quelle est la forme retenue? Pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de partir d'une expression et de la développer en la liant à un enjeu, une cause sociale? D'où ça vient cette idée? Est-ce que c'est quelque chose de récent? Est-ce que c'est inédit? Ou si c'est quelque chose qui s'inscrit dans une tradition plus longue? Et on va voir qu'en effet, c'est une pratique de longue date. Alors, je vais commencer la présentation d'abord en vous invitant à me suivre dans le petit théâtre de l'UQAC où bientôt vous aurez des ateliers sur l'action oratoire, sur la façon de présenter, de livrer son discours. Alors, c'est un peu pour vous familiariser avec les lieux. Nous y sommes. Je vais me reculer un petit peu parce que je risque de masquer le texte de ma présentation. Alors, voilà. Alors, c'est le petit théâtre de l'UQAC. C'est là que Sophie Toris et Hélène Bergeron vont vous accueillir bientôt en présentiel, j'espère, je vous le souhaite. Et moi, je voulais commencer là pour vous parler un petit peu de mon propos aujourd'hui, qui a parti d'abord avec les points suivants. Le premier point au sommaire, c'est la tradition rhétorique. Et là, vous voyez en haut ici, vous avez sommaire. Pendant la présentation, les différents points de ma présentation vont s'afficher là. Vous allez avoir les trois parties. Et dans la zone plus, toutes sortes de précisions, parfois des textes, parfois des images qui vont venir illustrer mon propos. Et puis, de l'autre côté, vous aurez aussi des notes qui sont complémentaires à ce que je dis. C'est pour vous garder attentif, pour que vous puissiez me suivre, parce que des fois, je me laisse aller dans mes considérations historiques. Vous allez voir que je remonte un peu loin, que je remonte aux calendes grecques. C'est une déformation professionnelle. Je suis prof d'histoire littéraire, mais vous allez voir que ce n'est pas non plus inutile pour comprendre l'exercice qui est attendu de vous et en tirer le meilleur parti. Enfin, c'est ce que je crois. Vous me direz à la fin si on y est parvenu. Alors, d'abord, on va parler de la tradition rhétorique et dans quelle tradition s'inscrit justement ce type d'exercice qui est attendu de vous. Ensuite, on va voir un moyen rhétorique, un moyen technique très, très puissant que vous avez tous mis à profit instinctivement sans savoir exactement quelle était sa nature, qu'on appelle l'amplification. Et c'est vraiment ce qui est au cœur de ce concours, de ce type d'exercice, c'est le moteur de tout développement du genre, c'est l'amplification. Et là encore, c'est utile de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, à quoi ça rime tout ça. Quels sont les moyens à notre portée et comment est-ce qu'on peut développer davantage notre argumentaire à travers les moyens d'amplification. Ensuite, vous avez la disposition, puisqu'on m'a demandé de vous parler de structure quand même. Alors, il faut aussi que j'aborde cet aspect avec vous. Quoique, on va voir assez rapidement que ce genre de composition s'autostructure en quelque sorte. Elle part d'une idée qu'on va développer de manière logique, de manière progressive, et ne correspond pas à des structures vraiment immuables, inébranlables. Bien sûr, il y a une introduction, un développement, une conclusion, mais ce n'est pas coulé dans le béton. Au niveau des parties, des différentes parties, on va voir comment on peut jongler avec ça, comment on peut peut-être faire des permutations.
Et ce sur quoi on doit se concentrer pour bien ordonner son discours, pour le rendre le plus efficace possible. Parce que c'est ça le but. Le but visé, c'est vraiment de faire de votre présentation un texte d'impact, une performance qui va marquer les mémoires et les esprits. Alors, on commence d'abord avec le premier point. Et là, je vous invite maintenant à aller dans la salle de classe. On va retrouver le tableau noir traditionnel sur lequel je vais écrire à la craie comme ça les notes dans la zone en haut. Et vous avez le petit sommaire qui aborde donc les 3 points que je viens d'annoncer, tradition rhétorique, amplification, disposition. On commence avec les origines de la rhétorique et une définition. Alors, la définition la plus simple qu'on puisse donner de la rhétorique, c'est que c'est la science de l'éloquence. Alors, ça tombe bien puisque vous participez à un concours d'éloquence. Vous êtes nécessairement intéressé à savoir en quoi ça consiste. Eh bien, la rhétorique va vous expliquer tout ça. C'est la science de l'éloquence. C'est aussi l'art du discours, l'art de composer les discours, mais aussi l'art de livrer les discours. Et ce, à des fins de persuasion. Alors, une des ambitions premières de la rhétorique, c'est de persuader, c'est de convaincre. On va voir qu'elle cherche aussi, au-delà de la persuasion, parfois aussi à simplement instruire, édifier, éduquer, mais aussi émouvoir, ébranler, animer, inspirer. Donc, c'est l'ensemble des techniques pour communiquer de manière optimale, d'abord et avant tout, et rétrospectivement, éventuellement, cette science de l'éloquence va permettre l'analyse des discours. C'est-à-dire que rétrospectivement, après avoir généré des discours en suivant certains principes, on peut partir de ce discours qui a été généré et remonter rétrospectivement pour voir comment il a été assemblé, quelles sont les différentes parties, quels sont les différents procédés qui ont été utilisés et comment ceux-ci s'emboîtent pour rendre la présentation la plus efficace possible. Alors, la rhétorique est aussi vieille que le langage et participe d'abord d'une connaissance intuitive et empirique des ressources expressives de la langue, c'est-à-dire que toute personne qui parle se rend compte qu'il y a des façons de parler qui sont plus efficaces que d'autres. Si je veux obtenir satisfaction auprès de mon patron, par exemple, je veux une augmentation de salaire dont j'aurais vraiment besoin et que je pense que je mérite. Si je débarque dans son bureau et que je me mets à lui crier à tue-tête en disant je vaux plus que ça, etc., ça se pourrait que je me tire dans le pied. Ça se pourrait que ce ne soit pas exactement le registre approprié, le ton approprié aux circonstances. Alors, ça, je le sais instinctivement, intuitivement, sans avoir suivi de formation rhétorique. Et on comprend que la rhétorique s'est développée comme ça chez les gens qui ont pensé, qui ont réfléchi aux stratégies langagières, à comment est-ce qu'on fait pour obtenir gain de cause, comment est-ce qu'on fait pour persuader les gens, comment on fait pour convaincre les uns les autres de faire ce qu'on attend d'eux. Alors, ça s'est développé d'abord comme ça, de façon intuitive, et éventuellement, ça s'est formalisé comme science, comme discipline. Et on pourrait dire, sans trop exagérer, que la rhétorique, c'est la mère ou même la grand-mère de disciplines comme la linguistique, qui apparaît bien plus tard, bien après Aristote, bien sûr, au 20e siècle, mais aussi de disciplines comme la littérature. La rhétorique, la linguistique et la littérature ont partie liée depuis les origines. Bien sûr, la littérature ne s'appelait pas encore ainsi, la linguistique non plus. Seule la rhétorique était désignée sous ce nom, mais vous allez voir qu'il y a des liens très étroits qui les unissent. Alors, elle est déjà une discipline, la rhétorique, vers 465 avant Jésus-Christ. Elle est née en fait à Syracuse. Derrière moi, vous avez un petit morceau de la Sicile, une ville, un trésor de l'UNESCO, le patrimoine mondial. C'est Syracuse, donc, où serait née la rhétorique comme discipline. Et c'est dans le contexte de la chute des tyrans, Hélion de Syracuse, Hieron qu'on voit ici, et Gélon, qui avait confisqué à peu près toutes les terres et déporté bon nombre de citoyens. Alors, c'est dans le contexte de la chute de ces tyrans-là qu'on va éprouver le besoin de se spécialiser dans la communication parce qu'on va tenir des procès de propriété pour faire valoir ses droits, pour dire, écoutez, moi, j'ai été dépossédé de ma terre, on me l'a confisqué, moi, j'ai été déporté dans telle circonstance. Et les gens qui doivent plaider devant les juges ne sont pas tous éduqués, ne sont pas tous instruits et ne savent pas tous s'exprimer de façon efficace.
Alors, ils vont aller chercher conseil auprès de maîtres qui vont faire profession donc, de rhétorique, qui vont leur montrer comment s'exprimer, comment optimiser leurs chances d'obtenir gain de cause. Et c'est donc dans ce contexte très, très particulier que la rhétorique naît et se développe comme discipline. Et aux plus éloquents, iront les plus belles terres, les plus beaux morceaux, bien sûr. Plus vous êtes capable de convaincre, d'émouvoir, de séduire les juges, plus vous avez de chances d'y arriver. Alors, les premiers maîtres d'éloquence vont travailler à former les gens qui font des représentations auprès des juges pour récupérer leur propriété. Et ces maîtres sont des gens comme Empédocle, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, des philosophes d'abord et avant tout, Corax, son élève, Tisias, l'élève de Corax. Et c'est comme ça qu'a commencé la tradition de la rhétorique comme discipline. On a enseigné l'art de l'éloquence. Et au début, c'est très clair que cet art de l'éloquence, ça doit être un art honnête. C'est un art, ce n'est pas l'art du faux, ce n'est pas encore l'art des sophistes, de l'hypocrisie, du mensonge, qui va donner très mauvaise presse à la rhétorique et à l'éloquence. Au départ, c'est vraiment une discipline qui vise un objet pratique et moral. La reconquête des biens spoliés, en quelque sorte. Alors, il faut comprendre que c'est pour ça que les philosophes ont s'y intéressé. Les premiers professeurs de rhétorique vont développer toutes sortes de techniques pour former leurs élèves. Et au-delà du procès de propriété, on va voir plein d'intérêts, plein d'avantages à développer son éloquence. Et on va enseigner des techniques oratoires qu'on appelle les progymnasmata. Alors, il y a gymnastique un peu dans le mot, hein. On imagine que c'est la gymnastique de l'éloquence, où on va proposer aux élèves toutes sortes d'exercices pour développer leurs compétences oratoires. Or, c'est précisément ce qu'on attend de vous et ce qu'on espère pour vous à travers ce concours auquel vous êtes inscrit. Dans le cadre du concours d'élite à langue, on veut développer vos compétences oratoires, on veut développer vos ressources expressives et on donne pour prétexte donc ce concours et cette composition que vous devez faire. On vous invite à la faire de la façon la plus professionnelle possible, la plus sérieuse possible et bien sûr, tout ça pour vous aider à vous développer dans votre pratique oratoire. Alors, ça s'inscrit donc tout à fait dans la filiation de ces exercices développés très tôt au début de l'histoire de la rhétorique, qui s'appelaient les progymnasmata. Ce sont donc des exercices préparatoires de rhétorique. Et ce que vous faites, c'est justement un de ces exercices, une de ces formes qui étaient pratiquées par les étudiants de l'Antiquité. Alors, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas inédit. Déjà, au 4e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, on pratiquait ces formes. Alors, c'est un ensemble de formes de discours considérées comme fondamentales et complémentaires. On va pratiquer différentes formes parce qu'on pense qu'il y a des parties à tirer de chacune. Alors, il y a la fable d'abord, que vous connaissez bien. Les fables de La Fontaine, ça vous dit de quoi, bien sûr. Certains d'entre vous ont cité d'ailleurs Ésope, je pense, dans leur présentation. La maxime, c'est une sentence et l'exercice de progymnasmata qui partait de la maxime ressemble beaucoup à la forme attendue par le concours. On va voir qu'il y a deux formes qui sont très proches, la maxime et la cri, et on peut les confondre assez facilement. La contestation, la confirmation, le lieu commun, l'éloge, le blâme, on faisait faire des éloges, par exemple, paradoxaux. Faites-moi l'éloge de la calvitie. Dites-moi pourquoi c'est une bonne chose d'être chauve, que les plus beaux hommes sont en fait les chauves. Voilà, vous aurez tous vos points. Alors, on demandait de faire des exercices comme ça pour développer ses moyens et défendre une thèse qui était improbable, difficile. Et plus elle était difficile, plus on était méritoire, bien sûr, de réussir à l'illustrer. Alors, il y avait le blâme, il y a le parallèle, l'étopée, qui est un portrait moral. Il y avait la description, il y avait la thèse, la proposition de loi. Et celle qui retiendra notre intérêt aujourd'hui, c'est celle qui vous concerne au premier chef, c'est l'acréia. L'acréia ou en français, la cri. Alors, une de ces techniques, donc, des progymnasmata,
qui est très proche de la maxime que j'évoquais tout à l'heure, c'est la kreia. Vous voyez le nom en grec écrit en haut de la petite affichette bleue. Et puis, vous avez la définition française, exercice de commentaire sur une anecdote, un adage ou un proverbe. Alors, au départ, c'était surtout sur des citations. Alors, on partait d'une citation d'un grand sage. Par exemple, je suis homme et tout ce qui est humain m'est familier, disait Plaute. Alors, on partait de cette citation-là et on la développait, on la commentait. Et on montrait en quoi Plaute avait raison de dire ça. Je suis homme et donc je ne dois pas m'étonner de ce que font les hommes parce que c'est dans ma nature et je comprends profondément les hommes de ce fait. Alors où on part d'une autre sentence, d'une autre idée, l'homme est un loup pour l'homme et on l'illustre et on dit pourquoi l'homme est un loup pour l'homme, pourquoi est-ce que les hommes sont si impitoyables les uns envers les autres, pourquoi est-ce qu'ils s'entre-dévorent, pourquoi est-ce que la compétition règne. C'est un monde animal, un monde brutal, un monde violent où on s'abreuve au sang des autres et de façon impitoyable vraiment. Alors, vous voyez comment ça se rapproche pas mal de ce que vous faites. Alors, ça pouvait être une anecdote aussi, un adage de la sagesse populaire, par exemple, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas une citation, c'est un adage, c'est un proverbe. On ne sait pas d'où vient la source, donc on ne peut pas parler de l'auteur dans ce cas-ci, comme la plupart des expressions que vous avez retenues. La plupart des expressions retenues, mettre au pied du mur, voir à vue de nez, et les autres dont on va parler un peu plus loin, minute papillon, cri au loup, on ne peut pas toujours remonter à la source. On ne peut pas toujours dire qui est l'auteur de cette formule. Donc, ça peut compliquer les choses quand vient le temps de développer. On n'a pas le loisir de parler de l'auteur, comme par exemple dans le cadre d'une crie célèbre qui tournait autour de Diogène, le cynique. On racontait en introduction comment Alexandre le Grand était allé voir Diogène un jour pour lui dire « Écoute, Diogène, je suis un fan fini. » Ce n'est pas exactement ces mots, mais ça revenait à ça. Et je voudrais que tu travailles pour moi. Je voudrais t'engager comme conseiller, comme maître, comme précepteur. Et tu peux me demander tout ce que tu voudras. Je t'accorde tout ce que tu veux. Et là, on parle de l'homme le plus puissant du monde là, qui a réussi à la conquête d'à peu près tout le monde connu à l'époque. Alors, Alexandre est prêt à lui offrir, à le couvrir d'or et de richesses. Et tout ce que lui répond Diogène, c'est « Ôte-toi de mon soleil, tu me fais de l'ombre. » C'est tout ce que je te demande, c'est tout ce que j'attends de toi. Et cette expression « Ôte-toi de mon soleil » a été développée sous la forme d'une crie, d'une kreia, pour montrer comment le philosophe, finalement, est celui qui dédaigne les richesses de ce monde et qui n'a cure, finalement, des puissants là, et n'est pas impressionné par Alexandre. Alors, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est d'être au chaud et calme et tranquille. Il n'a que faire des ambitions d'Alexandre et de l'idée de le servir. Alors, vous voyez comment c'est tout à fait dans la lignée de ce que vous faites. Et pour éclairer un peu votre réflexion, et pour vous montrer à quel point c'est intuitif quand même la rhétorique, on va passer en revue les parties de la kreia. Et vous allez voir que spontanément, vous avez pas mal répondu aux exigences antiques, même si personne ne vous l'avait enseigné. Et bon, il y avait des indications quand même sommaires qui étaient données par l'université. On vous disait qu'il fallait commencer par expliquer l'expression, la définir, et ça vous a fourni un préambule en quelque sorte. Alors, quelles sont les parties de la kreia? D'abord, ça commence par l'introduction, le préambule. Et la plupart du temps, c'était ce préambule, un éloge. Alors, vous allez voir tantôt dans la tradition, attaque, préambule, introduction, éloge. Grosso modo, ça désigne l'ouverture du discours. Ça commence toujours par quelque chose du genre où on va présenter le sujet, finalement, l'auteur, quand on connaît la source de la citation, et on va faire son éloge. On va insister sur l'importance de cet auteur ou de cette citation, de cette expression. Supposons que je parle de l'expression « l'homme est un loup pour l'homme ». Je pourrais remonter à Saint Paul, dire « bon, Saint Paul écrit « l'homme est un loup pour l'homme ». Saint Paul était un grand sage, il avait compris la nature véritable de l'humanité, qui en est une animale en fait, etc., etc. Vous voyez comment on peut partir de ça
pour introduire son sujet. Alors, c'était le préambule, donc, et je vous en donne un exemple ancien. Ça ressemble à ça. Ce n'est pas sans raison qu'on célèbre le talent et l'érudition de Quintilien, ce grand et savant déclamateur, ce maître des rhéteurs, qui est plus éloquent que lui dans les éloges, plus mordant dans la critique, plus subtil dans la discussion, plus fleuri dans les expressions, plus fin dans les idées. Je ne l'ai jamais vu plus spirituel ou plus pertinent que dans cette pensée, et là vient la citation qui va faire l'objet du développement de la CRI. On est assez riche quand on ne veut rien de plus que ce que l'on possède. On est assez riche quand on ne veut rien de plus que ce que l'on possède. Alors, réflexion qui va faire l'objet d'un développement par la suite. Ça, c'était pour le préambule, pour le début. Alors, vous voyez comment on fait, on pose le sujet assez rapidement, on présente l'auteur et on fait son éloge et on présente la citation qui va faire l'objet du développement. Suivait la paraphrase. Ce que vous avez fait, vous, d'emblée, et je dirais que votre introduction, c'est finalement une paraphrase plutôt qu'un préambule, un éloge. Il faut d'abord un auteur à qui faire des louanges, à qui adresser des louanges. Vous commencez par une paraphrase. Une paraphrase, c'est le développement ou l'interprétation libre d'un mot ou d'un fait. Alors, quand vous donnez une définition tirée du dictionnaire je ne sais pas moi, l'habit ne fait pas le moine, ça ne marche pas tellement, mais que veut dire l'expression passer l'arme à gauche, par exemple? Vous allez dans le dictionnaire et vous expliquez en d'autres mots que signifie passer l'arme à gauche. Et là, vous allez définir ces mots par d'autres mots. Et vous êtes dans la paraphrase, vous êtes dans le développement. Alors, nécessairement, ça va vous demander de recourir à des synonymes, des explications, des précisions. Alors, partant d'une expression comme l'argent est serviteur ou maître, c'est une citation d'Horace. Alors, je vais commencer par paraphraser en disant il faut dominer l'argent et non l'inverse. Il faut être maître de son avoir et non pas être possédé par ses avoirs. En effet, l'argent est à double tranchant. Il permet aux personnes raisonnables de réaliser leurs désirs, mais il peut aussi faire tomber dans l'avarice, la cupidité. Il peut nous rendre malheureux aussi. Alors, vous voyez comment, à travers la paraphrase, je développe déjà mon idée. C'est d'autant plus utile quand le sens n'est pas évident, quand vous avez une expression qui, à elle seule, ne signifie pas grand-chose. Si on dit battre de l'aile, ce n'est pas transparent exactement ce qu'on entend par là. Minute papillon non plus, et surtout pour un locuteur peut-être qui n'est pas du Québec. Je pense que c'est une expression qu'on emploie surtout ici. Crier au loup, bon, on pense à la fable d'Ésope, effectivement, spontanément, si on l'a lu, mais si on ne la connaît pas, ça ne nous dit rien. Crier au loup, ça demande un développement, ça demande des explications. À vue de nez aussi, on peut comprendre, on peut déduire, mais quoi encore là? De même, mettre au pied du mur, changer son fusil d'épaule, ce n'est pas explicite spontanément. Ça appelle un développement, ça appelle une paraphrase. Et c'est pour ça que vous avez commencé vos compositions par cette définition, tirée parfois du trésor, de la langue française, de tel ou tel dictionnaire, et c'est tout à fait convenable. Et vous retrouvez ici cette partie essentielle de la CRI. Sans le savoir, vous étiez en train de suivre le canon rhétorique. La partie suivante, et qui peut intervenir plus ou moins au début, vous allez voir que ces parties-là, elles peuvent être permutées. Elles ne sont pas vraiment coulées dans le béton, mais on finit toujours par dire pourquoi est-ce qu'on parle, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette phrase-là, pourquoi est-ce qu'on a choisi de développer cet aspect. On entend par cause l'obligation de motiver l'argument que l'on doit développer. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette expression-là? Vous allez être amené à le dire. Vous avez choisi cette expression-là et vous l'avez liée à une cause qui vous est chère, que vous entendez défendre dans votre présentation. Ainsi, si on part de l'expression « l'argent est maître de tout », il faut expliquer en quoi. En quoi est-ce que c'est vrai que l'argent est maître de toute chose? Est-ce que l'argent triomphe vraiment de tout? Est-ce qu'il n'y a pas des irréductibles, des gens qui sont capables de résister à la tentation de se laisser soudoyer? Alors, ça m'amène à la partie suivante de la créa, qui est le contraire. Alors, on entend d'abord établir sa cause et ensuite, on va l'établir par contraste. On peut aussi l'établir par contraste, c'est-à-dire qu'on va l'opposer, notre thèse, une fois qu'on l'a explicité, à la thèse contraire. Si l'argent est maître de toute chose, en revanche, la pauvreté
condamne à l'esclavage. Alors, si l'argent triomphe de tout, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose. Et je pense à une réplique du film Scarface, où Al Pacino, un personnage de la mafia, dit « When you get the money, you get the power. And when you get the power, you get the women. » Et au fond, tout ça, c'est libidinal. L'enjeu, c'est la puissance pour la séduction, c'est pour avoir les femmes, en fin de compte. Alors, avec cette partie, le contraire, on va renforcer son développement en examinant l'autre versant de l'argumentaire. Si l'erreur est humaine, alors la perfection est inhumaine. Pour éviter d'être acculé au pied du mur, il faut repousser l'agresseur ou encore faire sauter le mur. On peut aussi abattre le mur pour ne plus être confiné, être acculé à ce mur. Alors, il y a peut-être moyen de jouer avec ça, de développer par contraste l'expression en voyant ce que ça donne dans une perspective contraire. Si changer son fusil d'épaule, c'est s'y prendre autrement. Ne pas le faire revient à refuser le changement. Et on peut développer aussi dans cette perspective-là pour contraster par rapport à cette expression. En passant, à propos de changer son fusil d'épaule, vous savez que passer l'arme à gauche signifie mourir, en fin de compte, hein, parce que quand on rechargeait les fusils à une certaine époque, ça prenait tellement de temps. Alors, d'abord, on les mettait à gauche, on les appuyait sur notre épaule et puis on les chargeait. Pendant ce temps-là, on était très vulnérable. On pouvait se faire tirer dessus très facilement. Et donc, souvent, passer l'arme à gauche signifiait mourir. On avait de fortes chances de mourir dans les minutes qui allaient suivre. D'où l'expression qui est retenue maintenant comme pour annoncer la mort de quelqu'un de manière euphémistique. On dit donc il a passé l'arme à gauche. Petite digression sans pertinence. Si crier au loup, c'est lancer des fausses alertes, est-ce que de refuser l'alarmisme ne revient pas à s'exposer au danger? Parce qu'effectivement, on finit par ne plus les croire, ces lanceurs d'alerte qui disent « Ah, danger, danger, danger. » Ouais, on l'a entendu déjà. Mais à un moment donné, il y a vraiment un danger, comme dans la fable d'Ésope, et refuser de le considérer, de le prendre au sérieux ce danger, c'est s'exposer donc à en périr, à en subir les conséquences. Alors, vous voyez comment, en jouant avec le contraire, on peut développer son argumentaire de façon intéressante. Vous avez ensuite la comparaison. Qui nous mène à mettre en résonance ce phénomène avec des domaines voisins, de même que les sujets, par exemple, pour la phrase que je développe depuis tout à l'heure, l'argent est maître de tout, de même que les sujets sont les humbles serviteurs du roi et qu'ils dépendent tous de lui, de même, tout obéit à l'argent. Alors, je fais une comparaison. Quand je dis l'argent est maître, je le présente comme un roi, comme un seigneur, un souverain auquel on doit obéir. Tous obéissent en fin de compte. Alors, je peux développer de façon métaphorique mon expression et ça lui donne du relief, ça lui donne de l'impact, ça frappe l'imagination de façon beaucoup plus efficace. Donc, la comparaison, c'est un procédé stylistique très puissant dont on ne doit pas se priver. C'est vraiment un des ressorts les plus efficaces de ce genre d'exercice. Vient ensuite, dans les parties de la CRI, et encore là, c'est interchangeable. On aurait pu mettre l'exemple avant la comparaison. Vous choisissez où ça doit intervenir. Vient ensuite donc l'exemple qui est une illustration d'une anecdote. Par exemple, quand je parle de l'argent est maître de tout, je peux donner l'exemple de Jules César, dont les largesses ont préparé l'accession au titre d'empereur. Alors, il a graissé la patte de tout le monde à telle enseigne que quand il a voulu s'imposer comme empereur, tout le monde était d'accord et reconnaissant et attendait d'autres largesses de lui. Il a réussi à devenir le maître justement à travers l'argent. Donc, je peux donner un exemple pour illustrer la vérité de cette sentence, de cette citation dont je suis parti. Et les exemples, plus ils seront percutants, mieux ça sera, bien sûr. Il faut des exemples qui frappent l'imagination. Alors, on recommande de se tourner vers les auctoritates, les autorités, les grands personnages de l'histoire, les grands auteurs, comme pour la partie suivante qui consiste en le témoignage. Alors, il n'y a rien de tel dans une CRI que de citer une autorité, une référence à l'appui,
Alors, on fait un emprunt aux auctoritates, on va chercher une citation qui va venir vraiment cautionner. Il y a un autre terme qu'on emploie pour cette partie, on l'appelle la certification. Alors, la certification, c'est vraiment un témoignage d'expert qui vient certifier que ce qu'on dit a du sens. Ce que je dis, ce n'est pas des conneries, puisque avant moi, Aristote avait dit sensiblement la même chose. Et là, je cite Aristote éventuellement. Alors, on pourrait avoir un exemple de ça à l'image suivante. Tout homme naît, c'est Voltaire qui parle, tout homme naît avec un penchant assez violent pour la domination, la richesse et les plaisirs, et avec beaucoup de goût pour la paresse. Par conséquent, tout homme voudrait avoir l'argent, les femmes ou les filles des autres, être leur maître, les assujettir à tous ses caprices et ne rien faire, ou du moins ne faire que des choses très agréables. Vous voyez bien qu'avec ces belles dispositions, il est aussi impossible que les hommes soient égaux, qu'il est impossible que deux prédicateurs ou deux professeurs de théologie ne soient pas jaloux l'un de l'autre. Alors, j'ai cité Voltaire à l'appui de ma thèse pour montrer que l'argent est maître de tout, et on retrouve à peu près la même citation un peu plus haut chez Voltaire, juste avant ce passage. Ça vient tout à fait accréditer mon propos. Suivra enfin l'épilogue, qui est la conclusion, et vous connaissez très bien la formule. Une conclusion ne doit pas être simplement un récapitulatif de ce qui a été dit, une simple synthèse, elle doit apporter quelque chose de neuf. Alors, pour que l'épilogue fonctionne, il faut frapper fort, il faut frapper avec quelque chose de nouveau, il faut laisser notre interlocuteurs ou nos spectateurs sur une bonne impression, sur la meilleure impression possible. Et si on se borne à simplement résumer notre propos, on va passer à côté d'une occasion en or, vraiment, de laisser un impact solide dans l'esprit des gens. Alors, c'est essentiellement les parties de la CRI, et vous aurez compris que spontanément, intuitivement, avec des indications très, très sommaires, vous avez tous à peu près coché ces cases, à peu près tous dans l'ordre même, et c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne en fin de compte. Vous serez peut-être amené à la suite de cette présentation à revisiter votre texte et à regarder, ouais, est-ce que j'ai un témoignage, est-ce que j'ai vraiment un exemple? Ce n'est pas absolument requis. Vous ne devez pas nécessairement citer les grands auteurs nécessairement, mais une citation à point qui est d'une belle facture de surcroît, d'un grand auteur, ça peut faire bonne impression et ça témoigne d'une certaine culture ou du moins d'un effort de recherche qui peut venir magnifier votre présentation. J'enchaîne avec la deuxième partie parce que quand même, il faut avancer. Et la deuxième partie, c'est l'amplification. L'amplification, c'est ce procédé dont je vous parlais, cet ensemble de procédés. C'est un terme rhétorique qui désigne les différentes manières ou les différentes techniques pour développer et enrichir un argument, une explication ou une description. Alors, l'enjeu principal du concours, c'est justement de développer votre pensée. Vous partez d'une expression vraiment très brève. Quand on dit à vue nez, là, c'est très bref. Il n'y a pas grand-chose comme contenu à exploiter, a priori. Quand on dit minute papillon non plus. Alors, comment est-ce qu'on peut partir de ça et développer ça dans une composition qui doit faire 5 minutes essentiellement? C'est vraiment un défi considérable. Alors, on va passer par l'amplification. L'amplification, c'est cette technique qui nous permet de développer nos arguments et de les gonfler comme une baudruche. On parle de très peu de choses, de très peu d'éléments, et on va s'appuyer sur notre culture, sur nos connaissances, sur nos lectures pour venir étayer notre argumentaire. Et c'est vraiment le but de l'exercice, c'est de vous apprendre, de vous encourager à développer cette faculté d'invention, cette faculté d'amplification qui est la clé dans tout. Alors, si on veut bien réussir académiquement, il faut être maître de l'amplification. Il faut la posséder, il faut la maîtriser, cette technique, puisque ça nous permet d'écrire des compositions sur demande, un jour un mémoire de maîtrise et peut-être même une thèse de doctorat qui, partant d'une thèse très simple, une hypothèse de départ, va être développée parfois sur 400, 500, 800 pages.
Alors, tout ça, ça dépend de cette technique de l'amplification, bien sûr, et de recherche exhaustive et d'autres choses, mais ça repose sur cette faculté de pouvoir développer sa pensée, de pouvoir développer son analyse et ses ressources expressives. Alors, c'est pour ça qu'on en parle et amplifier, nous dit Bernard Duprier dans le Gradus des procédés littéraires, il fournit la définition suivante, c'est développer les idées par le style. Parce que c'est une chose, bien sûr, de développer ses idées, d'être capable de détailler sa pensée par des arguments. Je peux raisonner avec vous logiquement, employer des antimèmes, des syllogismes, mais tout ça serait un peu stérile, manquerait un peu de oomph, d'élan, d'impact, justement. Alors, amplifier, c'est développer les idées par le style pour leur donner plus d'ornement, plus d'étendue ou de force. Et c'est là que vont intervenir les autres figures de style qui vont appuyer l'amplification. Parce que le but, ce n'est pas simplement de développer votre pensée, de dire des trucs astucieux, intelligents, pertinents sur l'expression retenue. C'est aussi vraiment rendre l'ensemble de la présentation agréable pour l'oreille, pour l'œil aussi, bonifié de toutes les façons par le style, par les images, par la langue, par le son de votre voix, même par les pauses, aménagées savamment dans votre discours pour le laisser respirer, c'est venir magnifier l'ensemble et augmenter vos chances, finalement, de séduire votre interlocuteur, votre auditoire, vos juges. Parce qu'on ne se le cachera pas, ce n'est pas nécessairement la présentation la plus logique et la plus systématique qui va l'emporter, c'est souvent la plus mielleuse, la plus agréable, la plus sympathique. La plus touchante, la plus émouvante qui va remporter l'adhésion et le grand prix. Alors, il faut être conscient de ça. Et il faut comprendre que ce n'est pas juste un effort de développement dissertatif, comme vous en faites constamment dans le cadre de vos cours. Vous savez comment développer un sujet, vous connaissez les structures du plan et tout ça, il n'y a pas de mystère pour vous, mais ça va au-delà de ça. Là, il faut faire un peu dans la littérature. Et vous n'êtes pas nécessairement tous et toutes des étudiants de littérature. Vous avez certainement, et ça paraît dans vos textes, une appréciation, une compréhension pour la poésie. C'est manifeste. Vous avez tous fait preuve d'un souci manifeste d'embellir, d'enjoliver votre expression à travers différentes figures de style. Et celles dont je vais vous parler, vous les exploitez déjà en partie. Mais il y en a d'autres et qu'on peut aussi ajouter sans vouloir non plus trop garnir votre présentation parce qu'il faut éviter l'excès contraire. Il ne faut pas non plus que ça devienne tellement fleuri qu'on finisse par perdre de vue le propos. Donc, il faut trouver l'équilibre là-dedans. Et l'amplification est un art qui dépend aussi de cet équilibre. Alors, au 19e siècle, si on veut remonter un petit peu dans l'histoire, on définissait l'amplification comme ça dans le dictionnaire de l'Académie, du moins la 8e édition que vous voyez à côté de moi. On disait que l'amplification, c'était un discours que les écoliers faisaient sur un sujet qu'on leur donnait à développer. Alors, c'était assez proche, en fait, de la CRI, qui était plus ou moins pratiqué à cette époque-là. On a délaissé les exercices préparatoires pour les remplacer par des formes plus proches de ce qu'on connaît, notamment la dissertation. Et là, on n'est pas loin de ça. Un discours que les écoliers faisaient sur un sujet qu'on leur donnait à développer, on n'est pas loin d'une dissertation explicative, en quelque sorte. Et on l'appelait, cette dissertation, l'amplification. C'est un exercice d'amplification. C'est intéressant parce que ça nous dit c'est quoi l'enjeu principal. Pourquoi est-ce qu'on vous fait faire des dissertations à l'université? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Bien, pour développer votre capacité d'amplification, votre capacité à vous exprimer plus amplement, de façon plus nuancée, plus détaillée, d'aller au fond des choses. C'est pour ça que c'est un des fondements de l'éducation depuis longtemps. Et c'est pour ça que je prends la peine de vous parler de tradition rhétorique et de remonter au calendrier grec pour bien ancrer dans vos esprits le sens de ce qu'on vous demande de faire. Pourquoi on vous demande de faire ça? Parce que ça peut sembler singulier. On me demande de partir d'une expression, de la développer pendant 5 minutes et tout ça peut sembler très artificiel et on n'y voit pas le profit immédiat. Mais il y a un profit véritable et substantiel à être capable d'amplification. Et c'est pour ça que c'est un exercice qui est au cœur de l'éducation.
c'est une vertu naturelle, l'amplification dans les cultures orales. Si vous vous intéressez un peu comme moi aux cultures autochtones, vous découvrirez assez rapidement à leur contact qu'ils ont une pratique de l'éloquence presque innée, où on joue souvent avec la redondance, la répétition, on insiste sur les mêmes choses, on joue de l'amplitude cérémonielle pour donner une portée certaine à la syntaxe, une diction particulière, et toutes sortes de procédés que intuitivement les peuples autochtones ont développés. Et ça a frappé l'imaginaire des pères jésuites quand ils ont débarqué en Nouvelle-France, de voir à quel point ces hommes qui n'avaient jamais lu Aristote, bien sûr, parce qu'ils ne savaient pas lire, ou Cicéron, ou Quintinien, étaient capables d'autant d'éloquence. Et dans leur façon de parler, suivaient intuitivement les mêmes préceptes de la rhétorique que les Grecs ou les Latins. Alors, il y avait quelque chose de miraculeux devant cette éloquence, mais en fait, elle est naturelle, je vous dirais. C'est une vertu naturelle, cette faculté d'amplification dans les cultures orales. Dans l'art de la rhétorique, Thomas Wilson écrivait en 1553 pour souligner la valeur de cette stratégie d'amplification. Parmi toutes les figures de la rhétorique, il n'y en a pas une qui aide à faire avancer une oraison, un discours, et à embellir la même avec des ornements aussi délicieux que l'amplification. Pour Thomas Wilson, l'amplification était une méthode de l'invention et c'était la meilleure, la plus féconde, la plus susceptible d'embellir, d'enrichir la présentation. C'est pour ça qu'il faut s'y attarder, c'est pour ça qu'il ne faut pas la dédaigner. C'est un ressort puissant dans toutes vos compositions. Dans le discours comme dans l'écriture, l'amplification tend à accentuer l'importance d'un sujet. C'est ça l'idée, c'est de partir d'une idée toute simple, une hypothèse de départ, une citation, une phrase, que sais-je encore, et à le développer de manière à induire une réponse émotionnelle, pathétique chez le public. Alors, il faut investir d'émotion le discours. Il ne faut pas que le discours soit strictement logique. Il ne faut pas que le discours soit strictement argumentatif. Il faut qu'il soit coloré d'émotion pour qu'il fasse mouche, pour qu'il touche vraiment l'interlocuteur. Et les orateurs se disputent là-dessus, ils ne sont pas tous d'accord, mais la plupart vous diront que c'est l'émotion qui, la plupart du temps, emporte l'adhésion. Plus sûrement encore que les arguments les plus logiques, les plus imparables, les mieux articulés, c'est l'émotion qui va vraiment faire fondre les cœurs et les séduire. Alors, il faut utiliser l'amplification donc de manière à générer, à créer cette réponse émotionnelle. En amplification, les auteurs répètent quelque chose qu'ils viennent de dire tout en ajoutant plus de détails et d'informations à la description originale. Vous avez un des ressorts de l'amplification qui consiste en la répétition. Quelqu'un qui fait preuve d'amplification, qui fait usage d'amplification, va souvent se répéter. Pas exactement les mêmes choses, ça va être de la paraphrase, ça va sembler peut-être un peu redondant, mais c'est pour chaque fois ajouter de la précision à son discours. Et d'ordinaire, c'est un défaut, la répétition. D'ordinaire, on vous dirait en marge de votre copie, ben non, ça c'est une redite, c'est redondant. C'est inutile, vous l'avez déjà souligné. Mais dans le cadre d'un concours comme celui-là, où vous avez 5 minutes pour impressionner les gens, ça peut être très utile de répéter pour bien asseoir dans les esprits le sens de ce que vous êtes en train de dire, de ce que vous êtes en train de faire. Alors, la redondance est votre amie, en l'occurrence. Elle ne le serait pas dans le cadre d'une dissertation. Je vois une main qui se lève. Adrien, vous avez une question? En fait, ça revient un peu à l'épiphore qui est souvent utilisé en tant que figure de style dans de nombreux ouvrages, en fait. Oui, on va voir qu'il y a l'anaphore et l'épiphore. Vous anticipez un peu sur mon propos. Ce sont des figures de style qui sont utilisées effectivement pour insister. Ce sont des figures d'insistance pour marteler une idée. Alors, ça peut apparaître maladroit dans le cadre d'une dissertation d'utiliser des anaphores ou des épiphores, mais on va voir que dans le cadre d'une présentation comme celle que vous devez faire, ça devient tout à fait pertinent. Et c'est encore une fois un ressort très efficace, très puissant qu'il ne faut pas dédaigner. Mais j'y reviens tout à l'heure.
N'hésitez pas, hein, si dans le cours de la présentation, vous avez des questions, il faut lever la main. Et si je ne vois pas votre main levée parce que je regarde l'écran et toutes sortes de détails techniques, vous pouvez très bien ouvrir votre micro et m'interpeller directement. Je ne serai pas vexé le moins du monde. Alors, le but principal de l'amplification, c'est de concentrer l'attention du public, finalement, ou du lecteur, sur une idée qu'il ou elle pourrait manquer autrement. Parce que quand vous faites une présentation comme ça, les gens d'abord vont écouter les premières phrases et puis très rapidement vont peut-être perdre le fil de votre propos. Ils vont s'attarder à votre tenue vestimentaire, ils vont s'attarder à votre diction, ils vont s'attarder à votre nervosité. Et il se pourrait qu'ils en perdent des bouts. Et c'est bien normal, ils ne vous connaissent pas, c'est nouveau. Et avant que vous ayez le temps d'installer votre sujet, le temps qui vous est imparti est déjà écoulé. Vous avez vraiment très peu de temps pour faire une impression, et une impression durable. Donc, ce n'est pas évident d'y arriver en ne se répétant pas. Et au contraire, vous avez tout intérêt à vous répéter, mais à vous répéter de façon habile, sans dire exactement la même chose, en variant l'expression, un peu à la manière de la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. On peut le dire de bien des façons, en somme. Et c'est ça qui va faire la clé, qui va permettre de faire admettre plus facilement votre contenu, le propos, votre thèse, qu'est-ce que vous défendez, qu'est-ce que vous voulez illustrer dans votre présentation. Alors, l'amplification s'appuie sur un certain nombre de figures de style. Et là, on m'a un petit peu damé le pion en évoquant l'épiphore. On va la retrouver ici. Et d'abord, ça s'appuie sur la répétition. Alors, la figure de répétition qui est bien connue, c'est une des figures les plus faciles à repérer quand on fait un commentaire composé ou une analyse stylistique. On est content quand on voit des mots se répéter. C'est très facile de repérer cette figure et on en fait son miel dans le commentaire par la suite. Bien, la répétition, c'est tout simplement, bien sûr, la réitération d'un mot ou d'une idée. Et c'est une figure d'insistance qui sert à donner du relief à un aspect de l'énonciation. Alors, vous avez une citation de Robert Desnos ici qui dit « Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. » Alors, bien sûr, il y a cette insistance sur l'ombre. Si c'était une dissertation et que l'étudiant s'expliquait comme ça, on le reprendrait en disant « Attends, tu as répété ombre 4 fois, ce n'est pas correct. » Mais on comprend bien que là, il y a un souci d'insistance, de mise en relief, et ça vient magnifier l'expression. Ça vient donner une portée poétique, une ampleur à l'énonciation qui est tout à fait formidable et émouvante. Ce qui serait en d'autres circonstances une maladresse devient une force de ce texte. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre. Alors, il y a quelque chose d'envoûtant dans ça. Au niveau sonore, au niveau de l'idée, l'insistance est vraiment très efficace. Alors, c'est une figure à ne pas dédaigner. C'est un des moyens les plus efficaces d'amplification. Avec aussi l'anaphore, merci de m'avoir aiguillé là-dessus, et son double, l'épiphore. Alors, l'anaphore, c'est une répétition qui intervient en début de phrase, si on veut, alors que l'épiphore, ça va être à la fin d'un segment. Alors, on peut finir toujours avec le même mot ou la même idée, la marteler, ou on peut commencer avec la même idée. Et là, ça va être une anaphore. L'épiphore, ça va être la fin. Alors, Joachim du Bellay écrit « Je n'écris point d'amour, je n'écris de beauté, je n'écris de douceur, je n'écris de plaisir. » Alors, on pourrait dire Joachim manque de vocabulaire, il aurait pu écrire les choses autrement, mais non, il veut insister sur ce qu'il est en train de faire et cette reprise, cette insistance est vraiment très efficace dans ce poème. Alors, vous avez un exemple aussi fameux dans Cyrano de Bergerac où on propose à Cyrano finalement de s'embrigader et il dit à plusieurs reprises « Non, merci ». Faire des courbettes aux puissants, non, merci. Et il répète encore et toujours le non, merci. Et plutôt en épiphore qu'en anaphore, si je me souviens bien. Et on comprend que
cette insistance vient donner du relief à l'idée qu'il défend. Alors, c'est un procédé très intéressant. Vous avez aussi l'hyperbole. Alors, l'hyperbole, c'est quelque chose que vous connaissez. On a tous tendance à en abuser. C'est une exagération, une figure d'amplification qui consiste à exagérer. Ici, vous avez l'exemple de Sartre. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Ben, ça serait difficile parce qu'on ne vit pas aussi longtemps. Alors, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une exagération, que c'est dans la démesure. Et bien sûr, il faut faire attention parce que si on abuse de l'hyperbole, ça peut devenir gênant. Et comme pour la répétition, comme pour l'anaphore aussi, il faut trouver l'équilibre. Mais une hyperbole bien trouvée, à point nommé, originale, une exagération peut donner du relief à votre propos. Vous avez ensuite des figures qu'on appelle l'accumulation et l'énumération. Et vous avez un exemple tiré de Victor Hugo où il y a accumulation, donc au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume, le sinistre océan jette son noir sanglot. Alors là, il y a accumulation de différents éléments du paysage au ciel, au vent, au roc. Remarquez qu'il n'y a pas une progression qui irait dans l'ordre d'un crescendo, d'un décrescendo, donc on ne peut pas parler encore de gradation. On a une accumulation certainement, qui est en même temps une énumération, parce qu'en même temps qu'on accumule ces termes, on énumère différents aspects du paysage. Alors, il y a le ciel, il y a les rocs, il y a la nuit, il y a la brume, il y a l'océan, il y a des différents éléments qui sont évoqués à travers ça. Donc, on peut parler d'accumulation, accumulation de termes, mais aussi d'énumération, qui sont deux figures assez voisines. Donc, c'est une façon de détailler la scène, de développer le lexique. Et c'est quelque chose de très important dans le cadre de votre présentation parce qu'on attend de vous que vous soyez capable de déployer un lexique riche. Alors, bien sûr, on peut jouer de la répétition pour insister sur certaines idées, mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours répéter les choses de la même manière. Trouver des synonymes, trouver des parades, des périphrases, des paraphrases plutôt, des façons de dire les choses autrement. Adrien, vous avez une autre question? Autant faire de la gradation, donc. Pardon? Autant faire de la gradation. Oui, ben, la gradation peut être effectivement très intéressante aussi, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans le sens d'une surenchère à chaque fois parce que ça finirait par être prévisible, alors que l'accumulation et l'énumération n'est pas prévisible. Vous avez ici, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. En parlant de son nez, Cyrano de Bergerac fait une gradation. Il commence par quelque chose de plus petit, un roc. Après ça, c'est un pic, c'est un peu plus gros, un pic rocheux. C'est un cap. Un cap, là, ça commence à être pas mal gros. Et puis une péninsule, bien là, c'est énorme. Et on est en même temps dans l'hyperbole, bien sûr, parce que son nez n'est pas si gros. Donc, il y a une double figure. Il y a la gradation, il y a l'hyperbole. Et la gradation, elle peut intervenir de façon microstructurale dans une phrase comme ça simplement, ou elle peut faire l'objet d'un développement macrostructural, c'est-à-dire dans l'ensemble de votre cri et de votre développement, de votre amplification, vous pouvez procéder par gradation, par accumulation progressive d'images qui vont s'empiler les unes par-dessus les autres pour frapper de plus en plus fort. Alors, ça peut être conçu comme une gradation où vous commencez de façon très douce, très simple, et puis progressivement, vous mettez davantage d'emphase, d'insistance, d'émotion aussi. On peut imaginer une présentation qui commencerait très sobrement, où vous parlez de façon naturelle, familière, sympathique, et puis où vous finissez de façon plus théâtrale, où l'émotion vous gagne progressivement. Je vais vous raconter une anecdote personnelle qui me touche beaucoup, qui me bouleverse en fait, parce que ça concerne quelqu'un qui m'est cher. Et là, on tombe dans l'émotion. Et avec l'émotion, on peut se permettre cette gradation qui va nous mener peut-être ultimement là, aux larmes ou à faire pleurer notre auditoire si on a les moyens à travers cette anecdote qu'on aura développée, qu'on aura amplifiée, en commençant sobrement. Si je commence tout de suite dans l'intensité, si je commence par dire, je vais vous parler du drame de ma vie, ça va vous bouleverser.
ben là, je mets la barre un peu haute parce que ça va être dur de maintenir cette intensité. Je commence avec quelque chose de très, très exigeant et ce n'est pas sûr que je vais être capable de le tenir tout du long. Mais si j'y vais en gradation, là, il y a plus de chances que j'arrive à finir plus fort que j'ai commencé. Donc, ça peut être intéressant de penser à la gradation en tant que figure microstructurale, mais aussi macrostructurale qui vient progressivement structurer votre argumentaire. Alors, Cicéron nous fait remarquer, comme l'auteur de la rhétorique à Irénæus, que les procédés rhétoriques ne sont pas seulement liés au discours, mais à la façon dont celui-ci est prononcé. Selon l'auteur de la rhétorique à Irénæus, incidemment, on ne sait pas c'est qui, c'est un traité anonyme de l'Antiquité, le ton de l'orateur devra être adapté à l'amplification. Il sera donc déclamatoire à certains moments du discours, mais pas toujours. Alors, l'erreur qu'il faut absolument éviter dans un concours d'éloquence, c'est de penser qu'il faut parler comme un orateur tout du long, qu'il faut arriver et puis parler un peu artificiellement en disant « Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit », éternel, emporté, son retour, comme si on était en train de déclamer un poème. Là, ça serait très maladroit. Ce n'est pas du tout naturel, ce n'est pas du tout approprié. On vous demande d'être professionnel, de parler comme un professionnel de la communication. Dans de telles circonstances, comment s'exprimerait un conférencier? Quelqu'un qui doit donner, vous savez, un TED Talk, par exemple, et qui s'adresse au public. Comment il se tient, comment il se comporte, comment il nous contacte avec l'audience, comment il s'exprime. Et vous devez trouver vraiment les modulations appropriées. En même temps, je dois parler de choses singulières. Je ne parle pas de ce que j'ai fait la veille. Je ne suis pas un humoriste. Je ne suis pas là pour faire rire les gens. Je suis là pour manifester mes talents d'orateur, mes talents d'éloquence. Et je dois parler d'un sujet très artificiel. Je dois parler d'une expression que j'ai choisie et la mettre en lien avec une cause. Et en ce faisant, je dois sembler vraisemblable et engagé et compétent et sympathique. C'est un sacré défi. Adrien? Et pourquoi pas faire rire? Ça reste une émotion comme une autre. Parce que Tout vous à avez fait. évoqué... On peut le faire, on peut le faire. On peut très bien utiliser cet artifice qui est un des sels rhétoriques excellents, mais il faut faire attention de ne pas se tromper d'exercice. C'est-à-dire qu'on peut faire sourire, on peut faire rire, mais ça ne peut pas être l'objet premier de votre intervention. Si vous faites ça, vous tombez dans le stand-up, vous êtes dans l'humour et ce n'est pas ce qui est attendu de vous. On peut être drôle, mais ça ne peut pas être l'objet premier, là. On ne peut pas en faire un sketch finalement, ce genre de présentation-là, parce que ce n'est pas ce sur quoi on veut que vous mettiez l'accent. On veut que vous mettiez l'accent sur une cause qui vous tient à cœur et que vous en parliez de manière éloquente. Oui, l'humour a sa place et vous auriez tort de dédaigner ce ressort qui est très puissant, très efficace. Et surtout pour montrer un visage sympathique, pour vous donner à connaître de façon humaine, autrement que comme un professionnel un peu froid et coincé qui vient tenir un discours là, savant. Alors, ça peut être vraiment très intéressant, mais ne perdez pas de vue que ça ne peut pas constituer, en l'occurrence, l'objet premier, le moteur premier de votre présentation. Alors, le ton de l'orateur devra être adapté à l'amplification, donc adapté aussi aux circonstances. Vous devez absolument moduler en fonction des circonstances qui sont celles d'un concours oratoire où on ne peut pas s'exprimer comme on s'exprime avec ses parents, ses amis. On doit avoir un vocabulaire plus soutenu, on ne peut pas être dans la familiarité excessive. On pourrait faire le pari, on pourrait dire, oui, bien, je vais essayer de glisser quelques trucs un peu plus familiers, des expressions populaires, par exemple, mais c'est un peu risqué parce qu'on attend un certain niveau dans ce genre de concours. Donc, il faut faire attention. Il faut s'adapter aussi aux circonstances en termes de sujets. Quand on parle de choses graves, comme passer l'arme à gauche, mourir, on ne peut pas le faire de façon si légère qu'avec une expression comme minute papillon, qui prête plus à l'humour, mettons. Valérie. Moi, j'avais eu beaucoup de difficultés dans mon texte. Justement, je prends 3 paroles que des femmes se font dire là, par des infirmières ou des personnes qui travaillent là, dans l'institution médicale là, de la santé. Puis, il y avait des fois des propos, en tout cas que j'avais entendus dans des podcasts, des choses comme ça, qui étaient très racistes. Puis, j'ai hésité à les mettre, comme utiliser les termes comme des petits Amérindiens.
En tout cas, il y avait vraiment des choses que je trouvais quand même rough. Puis le ton devenait familier. Puis j'ai vraiment eu de la difficulté à m'adapter, ce qui fait qu'encore quand j'écoute, tu sais, que je me réécoute ou que j'analyse mon texte, j'arrive pas à trouver l'équilibre ou la façon de l'introduire sans que ça fasse un clash. C'est-tu correct que ça fasse un clash? Est-ce que c'est correct de dire des propos racistes ou qui sont pas... je me demande qu'est-ce qui est... Il est où le cadre dans un contexte? Il y a un dilemme important ici, effectivement, parce qu'on s'attend à ce que vous ayez un registre soutenu et de laisser passer un terme qui serait familier, qui serait choquant, ça peut effectivement détonner. Mais ça peut aussi tourner à votre avantage si c'est clair que ce terme n'est pas de vous, que ce n'est pas vous qui prononcez ce mot. Vous citez quelqu'un. Vous citez nommément, explicitement quelqu'un. Alors là, ça passe autrement et c'est permis et ça peut avoir beaucoup d'efficacité. Il faut encore là s'assurer de ne pas abuser du procédé parce que si vous commencez à faire ça systématiquement pour chacune des citations, on va peut-être être agacé par la vulgarité, par le caractère choquant des propos. Et ça peut se retourner contre vous. Donc, il faut juger de ce qui est convenable de dire et pour ça, il faut faire preuve d'intuition, d'aptum, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter aux circonstances de l'élocution, de la prise de parole, de se dire, OK, qui est mon public? Qu'est-ce qu'il s'attend d'entendre et qu'est-ce qu'il est capable de tolérer? Comme débordement éventuellement, pathétique, débordement au niveau de la langue, et il faut prendre ça en considération. Essayer de dire à qui est-ce que je m'adresse, à des universitaires, à des gens bon chic, bon genre, est-ce que ça va choquer leurs oreilles d'entendre un mot cru, un patois, un sacre éventuellement. Alors, il faut prendre ça en considération, délibérer. Adrien? Donc la rupture dans le langage, par exemple, donc du familier au courant, enfin peu importe, ça peut être un moyen de convaincre aussi? Pouvez-vous répéter? La rupture peut-être? Un moyen de convaincre? Oui. Oui, tout à fait. Ça peut être efficace de créer un effet de contraste, par exemple. Si vous avez un discours soutenu tout du long et puis tout d'un coup, vous permettez une expression forte, contrastée, qui n'est pas de vous, qui est une citation, ça peut avoir effectivement beaucoup d'efficacité. Donc, il ne faut pas se priver de ça non plus, parce qu'à un moment donné, à trop vouloir stériliser son discours, on passe à côté de l'occasion de laisser une empreinte encore plus forte là, sur l'esprit des gens. Valérie? Est-ce que ça veut dire qu'il faut miser sur la vraisemblance plutôt que sur des faits réels? Tu sais, comme je pense pas avoir besoin de nommer qui cite. Tu sais, quand on fait des exemples, quand on fait une citation, si ce n'est pas quelqu'un de connu. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que ma citation peut être trafiquée pour représenter les termes ou l'idée de cette citation-là pour favoriser la vraisemblance? C'est quelque chose d'important que vous soulevez là. Souvent, on a tendance à dépersonnaliser un petit peu les textes et vous êtes plusieurs à avoir cité ou rapporté des propos ou des exemples sans nommer les gens, les sources. Or, un exemple n'est jamais aussi efficace et touchant que quand il est associé à une personne véritable. Je ne vous demande pas de citer le nom de l'infirmière qui a dit une atrocité, ce ne serait pas chic de faire ça, mais de préciser qu'elle est infirmière, ça la personnifie davantage et ça la rend plus frappante à l'imagination, la citation. Et plus vous donnez de précision sur les personnes qui interviennent, que vous évoquez, les exemples que vous donnez, les références, plus ces scénarios vont se déployer dans l'imaginaire de l'auditoire de façon prégnante et de façon plus efficace. Alors, c'est important de ne pas stériliser son texte, de ne pas trop le dépersonnaliser. Ce n'est pas nécessaire de coller à la vérité judiciaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un procès, vous n'avez pas besoin de rapporter les paroles de manière identique, vous pouvez paraphraser, vous pouvez dire en d'autres termes ce qu'a dit l'infirmière, ce que ça revenait à dire, vous pouvez lui donner une forme plus percutante, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les guillemets, mais on aurait intérêt à dire qui dit ça.
et a bien démarqué que c'est une personne, une professionnelle qui porte ce jugement, qui dit cette chose horrible. Donc, lui donner plus de relief pour rendre le message plus efficace. Voilà. Alors, pour revenir au propos, et on aura l'occasion d'échanger dans la période de questions, Cicéron note lui aussi, à la suite de l'auteur de la rhétorique à Irénæus, que tel est le langage de l'amplification, on y joindra l'accent, le geste, le jeu de la physionomie le plus propre à émouvoir. Parce que là, on parle d'amplification rhétorique dans le cadre du discours, mais on peut très bien faire de l'amplification dans le cadre de la mise en scène. Et vous allez pratiquer ça avec Hélène et Sophie. Il y a tout un aspect théâtral qui se prête à l'amplification. On peut, en modulant sa voix, en jouant avec les ressources expressives de l'art dramatique, on peut donner encore plus d'impact à notre présentation. Et ça va être quelque chose de très important parce qu'à la base, vos textes sont très, très intéressants, mais ils peuvent tous être susceptibles d'un développement considérable au niveau de l'art dramatique. Et là, bénéficier de conseils de pros comme Hélène et Sophie, ça va être vraiment, vraiment précieux. Elles vont vous encadrer, vous dire où vous arrêter, où faire des pauses, quand respirer, comment vous présenter, comment bouger aussi. Parce qu'on peut utiliser à bon escient ses mains, mais on peut aussi en abuser. Et quand on bouge trop les mains ou on le fait de façon incohérente ou sans rapport avec ce qu'on est en train de dire, ça peut agacer. Donc, je suis en train d'illustrer mon propos. Donc, il faut essayer d'optimiser tous ces signes qui font partie de la communication et sur lesquels vous allez être jugé. Vous ne serez pas jugé seulement sur votre texte, sur la qualité d'écriture, vous allez être jugé sur plein d'autres facteurs, la voix, le geste, l'émotion, le jeu, et c'est un ensemble de signes qu'il vous faut maîtriser tout à fait et qui sont tous susceptibles d'amplification. On peut être très, très subtil, on peut être très sobre. Si vous regardez les vidéos en ligne des gens qui ont participé au concours, on a de toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont restés très sobres, très professionnels, complets et qui parlent comme des professionnels, mais ils ont à peine 20 ans, mais ils parlent comme s'ils étaient des professeurs. D'autres ont joué une action un peu plus théâtrale et pas toujours maîtrisée parfois, et ce n'est pas ceux qui ont gagné d'ailleurs, où ils mettaient beaucoup d'émotions, mais mal préparé, pas au moment où c'était nécessaire ou requis, et du coup, se sont un peu disqualifiés. Donc, il faut être sensible à ça, il faut contrôler tous ces éléments, et c'est beaucoup de travail et beaucoup de répétition pour y arriver tout à fait. Ça m'amène à vous parler du prochain point, qui est, alors c'était la citation de Cicéron, vous avez Cicéron, c'est à côté de moi, qui dit « Tel est le langage de l'amplification, on y joindra l'accent, le geste, le jeu, de la physionomie, le plus propre à émouvoir, parce qu'on peut parler avec son visage aussi, avec ses yeux, avec l'émotion qui est transmise par notre visage, par notre physionomie, et c'est très important et très efficace aussi. Alors, on enchaîne avec la dernière partie de la présentation, et c'est le cœur du sujet en quelque sorte, parce qu'il s'agissait de parler de structuration de l'argumentaire. Alors, je vous transporte maintenant dans un forum romain où les sénateurs parlementaires venaient plaider tour à tour et débattre de choses qui regardaient la conduite de l'État. Vous avez Cicéron qui est représenté de ce côté, oui, qui est en train de parler, et les autres l'écoutent attentivement. Alors, c'était un lieu d'exercice, bien sûr, pour l'art oratoire. C'est là qu'on devait se livrer à toutes sortes de stratégies d'amplification pour faire valoir nos idées. Alors, l'efficacité du discours ne dépend pas seulement des arguments. Okay? Vous avez beau avoir les meilleurs arguments du monde, les arguments les plus logiques dans le développement de votre texte, dans votre plan, ça ne suffit pas. Alors, il faut encore ordonner tout ça. Okay? Ce plan doit être bien ordonné afin que l'enchaînement fasse sens et vienne accentuer, vienne augmenter la pertinence. Au fur et à mesure que ça progresse, on construit le sens, on lui donne davantage de profondeur, de substance, de pertinence, et tout ça doit être conçu comme une espèce de gradation, justement. Alors, votre discours peut chercher à faire plusieurs choses, tour à tour, ou une seule chose, ça dépend des circonstances. On peut chercher dans un discours à plaire d'abord,
on veut séduire. D'autres fois, on va vouloir émouvoir. On va vouloir faire pleurer les gens en racontant des histoires tristes, mais aussi on peut vouloir tout simplement convaincre. Et là, du coup, on va s'appuyer sur des arguments plus strictement logiques. On va être dans l'argumentaire plus froid. Et on va enchaîner des exemples, des témoignages, des citations, des références pour étayer notre propos. Mais on peut aussi vouloir plaire, émouvoir et convaincre à la fois. Et c'est un peu ce qui est attendu de vous dans votre présentation, c'est de convaincre de l'intérêt de votre propos, mais aussi plaire, le rendre agréable à l'oreille, aux yeux aussi, dans la livraison de vos spectateurs, et également émouvoir, ébranler, peut-être sensibiliser les gens à des enjeux. Vous parlez d'environnement, vous parlez de violences faites aux femmes, aux Autochtones, vous parlez de toutes sortes d'enjeux qui sont importants. Il y a un capital de sympathie, un capital émotif qu'il vous faut cultiver, qu'il vous faut exploiter, qu'il vous faut amplifier pour être assuré, encore une fois, d'un impact maximal. Alors, ça rejoint les ambitions de la rhétorique. La rhétorique enseigne ces trois visées, comment instruire, et en latin, on disait docere, plaire, et en latin, c'était placere, ou émouvoir, et en latin, c'était movere. Alors, docere, placere, movere, instruire, plaire, émouvoir, ce sont les trois buts, les trois visées de l'éloquence, et pourquoi pas le faire simultanément. Pourquoi pas, dans le cadre de votre présentation, essayer tour à tour, en même temps, simultanément, d'instruire, d'éduquer, donc d'informer, plaire et émouvoir en même temps. Et là, on va parler des différentes parties du discours et comment y arriver. Alors, les parties d'un discours peuvent être envisagées de plusieurs manières, mais il faut, dans tous les cas, que l'ensemble soit bien équilibré. Je vous ai dit comment vous aviez spontanément trouvé la structure de la CRI sans jamais avoir entendu parler de ça auparavant. Je suis sûr que personne n'avait lu sur la rhétorique antique, personne n'a pris la peine de regarder du côté des progymnasmata, et pourtant, vous avez tous et toutes spontanément suivi la structure de la CRI. Alors, c'est vraiment génial, je n'ai plus rien à vous dire, ou presque, mais on peut envisager la structure autrement que par ces divisions dont on a parlé tout à l'heure. On peut l'envisager en fonction des différents ingrédients qu'on a à balancer, à équilibrer aussi. Alors, vous serez d'accord avec moi pour dire que les ingrédients, à eux seuls, ne font pas un gâteau. Il faut les mélanger, ces ingrédients, dans des proportions savamment calibrées. J'ai du lait, j'ai de la farine, j'ai du sucre. Si je mets un litre de chacun de ces ingrédients, ça ne fera pas un très, très bon gâteau. Il faut savoir doser. Et en plus, il faut mélanger ça dans l'ordre et de façon optimale avec quelques autres ingrédients. Alors, je n'abuserai pas de votre temps aujourd'hui pour vous expliquer que dans le cadre d'une présentation comme ça, on doit avoir une introduction, un développement, une conclusion. Je l'ai déjà fait et vous savez très bien en quoi ça consiste. Je vous ai parlé des éléments du préambule, de l'attaque, de la cause, etc., la paraphrase, mais vous savez très bien tout ça et je n'ai rien à redire sur ce propos. Je voudrais plutôt insister sur l'importance de choisir la bonne approche en fonction de votre sujet. Et là, je vais aborder des enjeux qui ne sont pas nécessairement des enjeux de disposition, c'est-à-dire qu'il y a 5 parties à la rhétorique: l'invention qui consiste en la recherche des idées, la disposition qui consiste à faire un plan et à donner ses idées, l'élocution qui est en quelque sorte la mise en bouche ou l'écriture de son texte, de sa composition. Ensuite vient la mémoire, on va mémoriser son texte, et ensuite l'action oratoire où on va livrer son texte. Alors normalement, dans cette partie qui est la disposition, je devrais vous parler des structures, des différentes parties, donc introduction, péroraison, exorde, des termes comme ça, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Moi, je veux voir avec vous comment on peut calibrer vos présentations de manière à vraiment les rendre très efficaces, le plus efficaces possible. Et pour ça, on va jouer avec différents procédés, 3 types d'arguments qui sont au cœur de toute prise de parole, qui sont au cœur de tout discours et qui sont des lieux de l'invention. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais normalement, on les attendrait dans une autre partie qu'en parlant de la disposition, mais vous allez voir que ça a une certaine pertinence ici.
Alors, c'est quoi ces lieux de l'invention? Alors, on peut structurer son discours en fonction de 3 types d'arguments. Alors, il y a des arguments qui vont avoir trait nécessairement, et sans qu'on y pense des fois, là, à l'éthos, qu'on appelle en grec l'éthos. L'éthos, c'est quoi? C'est le caractère, c'est l'image de soi que projette le locuteur. Il y a dans ce que vous dites des choses qui dévoilent votre personnalité. Il y a dans votre manière de les dire des choses qui vous donnent à connaître. Et ça, c'est très important de le savoir. Et c'est très important de le contrôler, de le mesurer, de le calibrer. Parce que ça fait partie de l'exercice, ça fait partie de ce qui est attendu de vous, ça fait partie des ingrédients qui vont faire le gâteau. Dans tout discours, dans toute prise de parole, il y a en jeu ces 3 types d'arguments qui, tour à tour, vont s'entremêler, parfois dans un continuum où on ne peut pas déterminer nettement si c'est purement logos ou si c'est purement ethos ou si c'est purement pathos. C'est souvent une combinaison des deux, mais il y a toujours un moment où l'un va l'emporter sur les autres, où la dominante va être au niveau de la logique, par exemple. Alors, les arguments relatifs à l'éthos dans un discours, ce sont les arguments qui, donc, vous donnent à connaître une image de soi que projette le locuteur, son caractère, sa crédibilité, ses compétences, ses qualités morales. Alors, dans le cadre de votre présentation, vous devez montrer, sans parler de vous directement, sans vous présenter, sans dire je suis Virginie Houle, Valérie Bélanger, je suis étudiante. Non, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le droit de vous attarder à ça. Mais il faut quand même que vous projetiez l'image de quelqu'un de professionnel, de quelqu'un en contrôle, de quelqu'un de crédible. Donc, vous allez devoir vous soucier de votre ethos et articuler des arguments, des éléments de votre discours qui vont témoigner de ces compétences, de cette maîtrise, de cette pertinence, ou en fait du droit que vous avez de prendre la parole sur ce propos, parce que vous avez une certaine crédibilité. Donc, c'est toute la part de votre discours qui va témoigner de vos compétences, de vos qualités morales, de votre caractère et qui vous donne à connaître. Le logos, c'est la partie strictement argumentative de votre discours. Ce sont les preuves logiques que vous devez nécessairement présenter. Exemple, argument, citation, etc., etc. C'est l'argumentation à proprement parler. Ça, c'est la partie qui est la plus facile pour vous. Vous êtes habitué d'argumenter, vous le faites constamment dans vos travaux. On vous demande de développer un argumentaire, vous savez comment faire. Mais vous n'êtes pas habitué à vous soucier aussi de cet autre type d'argument, qui est l'argument éthique, qui est l'argument qui consiste finalement à se donner à connaître, à projeter une image de soi. Au moment où je vous parle, moi, je suis soucieux tout à la fois de ce que je dis au niveau argumentatif, du logos, mais aussi de l'impression que je vous donne, de ma crédibilité. Alors, je m'efforce de paraître crédible et j'ai mis un complet plutôt que mon chandail de groupe musical préféré. Si j'avais mon chandail d'Iron Maiden, si je parlais comme un charretier, j'aurais moins de crédibilité à vos yeux. C'est bête et c'est des préjugés détestables, mais c'est comme ça. Un prof d'université, ça doit ressembler à ça, ça doit parler à peu près comme ça pour être crédible. Alors, j'en suis conscient. Et dans mon discours, je suis à la fois en train de déployer des preuves logiques qui sont de l'ordre du logos, de l'argumentation, mais aussi des preuves éthiques. J'en ai une conscience aiguë. Je sais que je dois parler d'une certaine façon pour induire la confiance, en mon professionnalisme, en mes compétences, pour que vous soyez plus susceptible d'adhérer à ce que je suis en train d'expliquer. Je dois vous paraître non seulement compétent, mais aussi bienveillant. Je dois montrer que j'ai à cœur votre intérêt et que je suis là pour vous aider à gagner ce concours. Donc, on voit aussi paraître à travers mon discours mes qualités morales. Je suis un être bienveillant et je le communique à travers ma façon de vous parler. Oui, Adrien. Donc, en somme, en partie, l'habit fait le moine. En partie, l'habit fait le moine, mais je pourrais être habillé comme ça et parler tout autrement et être malveillant. Alors, il ne faut pas se fier à ça. J'aurais pu porter mon chandail de Iron Maiden et vous parler de la même façon, avec autant de bienveillance et avec un souci de compétence. Donc, ça dépend. Oui, l'habit peut faire le moine jusqu'à temps qu'on prenne la parole, puis là, on peut juger davantage. Est-ce qu'on a affaire à un imposteur ou à un vrai pro, en fin de compte?
Donc, on ne peut pas toujours se fier à cet aspect seulement. Mais c'est important de savoir que c'est des enjeux de votre discours et que ça fait partie de votre argumentaire. Il y a des arguments, des phrases, vous ne vous en rendez pas compte là, en les écrivant, là, mais qui dévoilent des traits de votre caractère, qui nous disent qui vous êtes. Et ces arguments-là sont encore plus importants que les arguments logiques. C'est encore plus important que votre propos même, que le sujet que vous êtes appelé à développer. Il y a d'autres arguments aussi qui ont trait à ce qu'on appelle le pathos, où on va faire appel aux passions de manière à émouvoir, inspirer, faire ressentir. Vous allez, par exemple, raconter une anecdote. Une femme qu'on a forcée à la stérilisation, qu'on a contrainte à la stérilisation. Vous pouvez le dire sobrement et juste expliquer le fait et être dans le logos, mais vous pouvez aussi verser dans le pathos et dire pensez-y à ce que ça veut dire là. On a choisi pour cette femme qu'elle n'aurait plus d'enfants. Pensez à ce que ça représente comme drame pour elle. On lui a enlevé ce droit fondamental de donner la vie, là. Et vous pouvez jouer là-dessus pour augmenter l'effet pathémique, l'effet pathétique de votre présentation. Donc, en jouant sur l'émotion, je joue à un autre niveau de l'argumentaire. Je suis encore dans l'argumentation. C'est un autre type d'argument, un argument émotif, un argument qui va être tourné davantage vers l'auditoire, où je cherche à agir sur l'auditoire. Alors que quand je suis en train d'articuler un discours logique, je suis plutôt centré sur le discours. L'accent est mis sur le discours. Quand je suis dans le pathémique, le pathétique, l'accent est mis sur l'auditoire, l'interlocuteur. Quand je suis dans l'éthique, dans l'éthos, l'accent est mis sur moi, sur ma personne. Ça ne veut pas dire que je parle de moi à la première personne. Je n'ai pas besoin de dire « moi, je, Luc Vaillancourt » pour me donner à connaître. Je n'ai qu'à m'exprimer d'une certaine façon pour que mes qualités soient manifestes, pour que vous soyez capable de prendre connaissance de mes compétences, de mes qualités, de ma bienveillance, de mes vertus, de mon caractère moral, en quelque sorte. Et pas nécessaire, dans le cadre de cet exercice, de vous livrer tout à fait. Alors, je n'ai pas besoin de connaître Joliane dans le détail de sa biographie. Joliane, elle n'a qu'à être agréable, charmante, émouvante dans sa présentation et voilà, le jeu est gagné. C'est ça qu'il faut viser. Et comment équilibrer tout ça? Alors, vous pourrez exploiter un type en particulier et vous pourriez choisir, vous, parce que vous êtes de nature vulcaine, un peu comme dans Star Trek, d'y aller par la logique. Moi, c'est la logique qui m'intéresse et je ne sais pas parler autrement. Je vais parler de façon très, très démonstrative, très logique, en enchaînant les arguments tour à tour. Ça se pourrait, on peut très bien faire un discours comme ça, mais l'idéal, c'est de combiner les formes ou de les alterner. Alors, on peut commencer avec une explication très, très logique, qui serait la paraphrase de l'expression que vous devez commenter. Et après ça, se permettre un peu d'humour. Et là, on est dans l'éthos. Quand on fait de l'humour, on donne à voir son caractère. Et après ça, finir avec quelque chose de très fort au niveau pathétique pour émouvoir vraiment l'auditoire. Donc, on peut enchaîner ça de façon différente. Pour des orateurs comme Aristote, par exemple, c'est la logique qui devait conduire tout du long un discours et il se désole de voir comment les orateurs de l'époque ont tendance à privilégier la passion. En effet, certains comme Cicéron pensent que c'est la passion qui, à coup sûr, emporte toujours l'adhésion. Et Cicéron ne manque pas de beurrer épais dans ses discours pour émouvoir les juges. Et ça marchait, ce que vous voulez, ça marchait mieux que la logique aristotélicienne. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Alors, il y aura plusieurs façons d'envisager ça et plusieurs configurations possibles. On pourrait commencer en mettant l'accent sur le logos, et enchaîner avec l'éthos et se montrer affable, sympathique, drôle, détendu, en contrôle, soucieux d'environnement, soucieux de morale, soucieux d'engagement social, et finir par une anecdote tristounette, dramatique même, qui va venir stimuler le pathos. Mais aussi, on pourrait commencer par le logos, encore une fois, mais l'anecdote tristounette, la mettre en second lieu. Et après ça, finir sur quelque chose de plus détendu, humoristique, pour montrer que finalement, on ne se prend pas trop au sérieux, puis on ne veut pas faire pleurer tout le monde. Ou encore, commencer d'abord par établir sa crédibilité
en mettant l'accent sur l'éthos dans le début, dans la prise de contact, pour montrer qu'on est en maîtrise, qu'on est en contrôle, qu'on est compétent et qu'on est habilité à parler sur le propos qu'on s'apprête à développer. Et après ça, jouer de pathos et de logos. Ou encore commencer par quelque chose d'émouvant, commencer fort, commencer par une émotion vive, un coup de poing, une anecdote vraiment dramatique. Et après ça, enchaîner avec l'explication logique. OK, là, je vous ai fait pleurer, je vais vous expliquer pourquoi. Et finir par une posture plus éthique où là, on essaie de laisser une bonne impression de nous, de nos compétences, de nos qualités au terme de l'exercice. Alors, vous voyez comment ça peut s'articuler de plusieurs façons et tout ça est un peu stressant. On voit l'image de la fille qui se ronge les ongles. Comment faire? C'est beau d'avoir ces ingrédients-là, puis j'aime bien l'idée que ce ne sont pas les ingrédients qui font le gâteau, puis c'est le mélange, mais là vous n'allez pas nous larguer avec ça puis nous dire, ben débrouillez-vous. Non, pas tout à fait, parce que vous ne devez pas nécessairement de manière consécutive aborder ces aspects, utiliser ces arguments. Vous devez les équilibrer, les balancer à travers donc la structuration de votre discours en fonction de ces trois types d'arguments. C'est d'abord en prenant connaissance, en prenant conscience, en relisant votre texte, OK, et en colorant peut-être, en soulignant, peut-être en rouge, en jaune, en bleu, vos différents types d'arguments. Alors, pour chaque phrase de votre discours, vous pourriez dire, OK, là, je suis dans le logos, je suis dans l'argumentation pure. Et là, dans une autre phrase, bien, il y a du logos, c'est sûr, je dis quelque chose de vrai, mais en même temps, il y a quelque chose qui trahit mon point de vue sur la question et donc qui dit quelque chose de moi. Donc, il y a quelque chose d'éthique là-dedans qui relève de l'éthos également. Et là, vous pourriez souligner ça dans une autre couleur. Et après ça, il y a un appel à l'émotion où là, vous essayez vraiment d'arracher des larmes à votre auditoire et là, ou de le faire sourire, de le faire rire simplement, parce que l'éthos, ça peut être aussi, l'humour, ça peut être du côté de l'éthos, dans la mesure où ça nous fait paraître sympathique, mais ça peut être aussi du côté du pathos, dans la mesure où on agit sur les émotions de l'interlocuteur, on le fait rire. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'est un continuum, qu'on peut rarement isoler un segment de votre argumentaire et de dire ça, c'est purement du logos, ça, c'est purement de l'éthos, ça, c'est purement du pathos. C'est toujours un mélange des deux. Et là, à la fin, vous pourriez donc souligner tout votre discours et vous rendre compte, bien, finalement, je suis strictement logique, ou en tout cas essentiellement logique. Il y a très peu de moi là-dedans. Il y a très peu de pathos aussi. Peut-être que je pourrais recalibrer tout ça. Parce qu'idéalement, nous dit Quintilien, il faut en mettre un peu partout, de l'éthos, du pathos, du logos. Il faut qu'à travers tout votre discours, on voit ces arguments-là se déployer. Parce que c'est ça qui va le rendre vraiment opératoire, vraiment efficace. Vous pouvez donc exploiter un type en particulier, en combiner plusieurs, et Quintilien défend lui aussi la suprématie du pathos, comme Cicéron, il est d'accord pour dire que le pathos, finalement, c'est ce qui est le plus efficace pour persuader l'auditoire, car dans toute la cause, nous dit Quintilien, il y a place pour un appel au sentiment et rien ne peut donner plus de force à la parole. Mais pour ce qui est de la disposition du discours, il va quand même recommander de concentrer le pathos dans l'exorde initial. Lui préférait mettre du pathos au début à travers ce qu'on appelait la captation de la bienveillance. Il s'agissait donc de séduire l'auditoire, de mettre l'auditoire dans sa poche à travers des compliments, en faisant l'éloge, en disant par exemple, écoutez, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous, devant un cercle d'étudiants aussi doués. J'ai écouté vos présentations, je suis vraiment impressionné par vos compétences. Alors, en disant ça, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de capter votre bienveillance. En faisant des compliments, je suis en train de vous ramollir et de vous adoucir et de vous rendre plus ouvert à ma communication. Alors, c'est une stratégie pathétique, pathémique, qui a sa place souvent en exorde, au début du discours. Il recommande de concentrer le pathos dans l'exorde, donc, mais aussi dans la péroraison finale, dans la conclusion, pour sensibiliser l'auditoire, pour finir fort. Alors, si je me penche sur vos compositions en ce moment, si je devais de mémoire essayer de les calibrer, je vous dirais que vous êtes plutôt dans l'image ici en haut de ce côté. C'est-à-dire que c'est le logos surtout qui prend toute la place. Okay? Votre ingrédient principal à tous et à toutes, pour l'instant, c'est le logos. Vous êtes dans l'explication, vous êtes dans le commentaire
il y a un effort de stylisation manifeste. Vous avez tous et toutes employé des figures de style, des répétitions, des comparaisons, des parallélismes, toutes sortes de choses, des anaphores même, et c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Les figures à elles seules ne suffisent pas. Il faut aussi être capable de jouer avec la sympathie, à présenter ce caractère professionnel qu'on attend de vous. Donc, je vous invite à réfléchir à comment on pourrait changer un peu la balance des choses et comment est-ce qu'on pourrait ajuster le tir pour que l'éthos et le pathos prennent plus de place dans votre présentation. Et je vous dirais, pour avoir regardé les concours des années précédentes et des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, que le genre de présentation qui l'emporte la plupart du temps, c'est celle comme l'image que j'indique en haut ici en ce moment, c'est celle où le logos est minoré et l'éthos et le pathos majoré. C'est vraiment les présentations qui vont remporter le plus de prix systématiquement, année après année. Et c'est paradoxal de dire ça parce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas important tellement ce que vous dites, l'important c'est comment vous le dites. Et il y a quelque chose de frustrant là-dedans parce que tu dis, hey, j'ai fait des efforts pour faire des recherches, pour être pertinente dans ma présentation. Mais là, vous êtes en train de me dire qu'au fond, je pourrais parler de tout et de n'importe quoi, ce n'est pas grave. C'est comment je le dis, la manière que je m'exprime, l'image que je projette, ma façon d'être, ma personnalité. Parce que oui, c'est ça l'éthos aussi, c'est votre personnalité. Comment votre personnalité transpire à travers votre présentation et comment on peut la développer, cette dimension-là, à travers le jeu théâtral, à travers l'action oratoire, ce que Sophie et Hélène vont s'employer à faire avec vous, parce que vous avez des qualités qui sont intrinsèques, qui sont les vôtres, mais on peut les développer, ces qualités. On peut jouer aussi à être quelqu'un d'autre éventuellement. Mais attention, on pourrait s'en rendre compte et ça pourrait avoir l'air faux. Et un des plus gros travers que j'ai vus, c'est les gens qui jouent excessivement, qui essaient de jouer les professionnels, de jouer les gens sympathiques, mais on voit bien que c'est contrefait, que ce n'est pas naturel. Donc, il faut qu'il y ait de la vérité derrière tout ça. Et en plus, une dimension pathémique qui ne va pas de soi nécessairement, parce que ça se peut que votre sujet ne soit pas porté sur l'émotion. Et là, je vous dis, il faudrait qu'il y en ait davantage, et peut-être plus encore que l'éthos et le logos. Mais de quelle émotion peut-il s'agir? Enfin, si j'ai rien d'émouvant à raconter, rien de triste, il y a toutes sortes d'émotions. La sympathie, on peut chercher même des émotions négatives, on peut vouloir susciter l'indignation. Par exemple, parlant de la cause des femmes autochtones, on peut vouloir indigner, rendre notre public sensible au caractère épouvantable de la situation là. Alors, ce sont des émotions puissantes qu'il ne faut pas dédaigner non plus. Il n'y a pas que des émotions positives. Adrien. En fait, on en revient au tableau de Marabian, donc le 7% des mots, 38% du ton de la voix et 55% du non-verbal. Et donc, ça voudrait dire que peu importe le sujet qu'on prend, ça n'a pas tant d'importance que ça, quoi. C'est quand même important dans la mesure où votre ethos et votre pathos va être liés au sujet aussi. Parce que je ne peux pas juste dire, bon, ben, le sujet est secondaire et c'est l'ethos et le pathos qui l'emportent. Donc, je ne vous parlerai pas de l'expression dont il s'agit. Je vais plutôt vous parler de moi. Je vais vous raconter une anecdote. Alors, j'étais avec mes potes et là, je développe l'aspect éthique. C'est bon, là, on voit mon caractère, mais je suis hors sujet et je ne peux pas le faire. Et il faut que mon état soit lié au sujet également. Donc, dans le développement de ce type d'argument, il faut que je sois en train de parler de la même chose, du même sujet. J'ai une expression à développer. Cette expression-là, je dois en parler dans une perspective logique, mais je dois aussi, à travers ce que j'en dis, me donner à connaître et me faire valoir dans mes compétences langagières, dans mes compétences rhétoriques, dans ma maîtrise de l'éloquence. Donc, je dois être sensible à ça. Et donc, ce n'est pas tout et n'importe quoi. Tout est lié. Tout doit venir s'assembler, se mélanger pour que le gâteau lève, pour que ça soit réussi. Il faut que tout ça vienne se consolider, soit concomitant dans l'effort de composition, dans l'effort de livraison aussi. Et pour ça, il faut d'abord commencer par en prendre conscience. Il faut d'abord commencer par revoir votre copie, pas pour la réécrire, simplement pour souligner où est-ce que je suis dans le logos, où est-ce que je suis dans l'éthos, où est-ce que je suis dans le pathos, et voir vous-même où est-ce que vous vous situez. Et si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça,
vous avez de bonnes chances d'aller loin dans le concours. Si, cependant, ça ressemble plutôt à ça, l'image qu'on voit en haut, ça se pourrait que vous ne dépassiez pas la première ronde. C'est aussi plate que ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne, un concours d'art oratoire. C'est comme ça que fonctionne la persuasion en général. On n'y échappe pas. Les meilleurs présentateurs, ceux qui vont vraiment réussir à coup sûr, ce sont ceux qui sont capables de jongler avec ces types d'arguments dans ces proportions-là. Valérie. J'ai l'impression que je vais tirer tout le monde vers le bas avec ma question, mais je ne comprends pas comment segmenter mon texte en l'identifiant. Je ne sais pas comment, exemple, identifier mes parties. Tu sais, quand je comprends, là, mettons, au début, j'explique c'est quoi cette expression-là, j'explique son origine, ça, je comprends que c'est du logos. Oui, mais quand je fais des figures de style, quand je montre des arguments que des gens ont dit à cette personne-là pour la convaincre, quand je raconte une histoire puis que je la mets, je comprends, je ne sais pas, c'est-tu de l'argumentation? C'est-tu moi qui montre qui que je suis? Je ne suis pas capable d'identifier chaque section de ce que vous dites en ce moment. Il n'y a jamais rien de pur, Valérie. C'est que dans chacune de vos phrases, il y a quelque chose qui relève du logos, mais aussi du pathos, potentiellement, et de l'éthos. Okay? Ce n'est jamais exclusivement logos. Il y a dans votre façon même de définir l'expression « mettre au pied du mur », un élément pathémique dans le rythme, dans la façon que vous développez la phrase, dans la façon que vous développez votre paraphrase. Il y a une volonté d'émouvoir qui est sensible. Okay? Et il faut se demander, est-ce que c'est ça qui l'emporte finalement? Dans la relecture de votre texte, demandez-vous c'est quoi la dominante? Parce qu'il y a toujours possibilité que deux catégories se soient superposées, que dans une même phrase, on soit à la fois dans le logos, mais en même temps, oui, mais dans la façon que je le dis, parce que c'est une figure de style, parce que c'est expressif, je suis aussi dans le pathos. Donc, on peut dire qu'ici, la dominante est plutôt pathémique que logique, parce que la figure de style vient amplifier l'expression. Alors, ne vous en faites pas, c'est normal si vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de voir les lignes de démarcation de votre propos. C'est parce que tout ça peut être superposé. Mais l'important, c'est la dominante. C'est de relire votre texte en disant, OK, la dominante ici, en introduction, c'est clairement le logos. Et après ça, quand je tombe dans les anecdotes, là, je suis plutôt dans le pathos, assez nettement. Et quand je fais des figures de style, c'est aussi du pathos, dans le sens où j'essaie de plaire, d'émouvoir, mais je veux également montrer ma maîtrise de la langue par le lexique, par le déploiement de ces figures. Et donc, je suis aussi dans l'éthos. Je suis dans la projection d'une image de compétence. Regardez comment je joue des figures de style. Regardez comment je viens d'enchaîner ces figures qui s'emboîtent très bien et qui magnifient mon expression. Alors, vous voyez comment tout ça peut être envisagé de façon concomitante et pas nécessairement consécutive. La diapositive précédente montrait un plan où on était d'abord dans le logos, ensuite dans l'éthos, dans le pathos, mais ce n'est jamais comme ça tout à fait. Ce n'est jamais purement comme ça. Il y a toujours une superposition. Et c'est qu'au final, il faudrait que ce que votre discours laisse comme impression, c'est qu'on ne se souvienne pas tant du propos, qu'on se souvienne de la personne qui était vraiment sympathique, cette personne-là. Hein? Elle était vraiment douée, puis elle parlait bien, puis je ne me souviens plus trop de ce qu'elle disait, mais c'était juste. Hein? Puis j'ai été ému par l'exemple quand elle a parlé des femmes dont on abuse et qu'on réduit comme ça à l'impuissance, etc., etc. Ça m'a bouleversé. Alors, c'est ce qu'on va retenir de votre présentation, beaucoup plus que le propos. Beaucoup plus même que l'expression à la base, mettre au pied du mur. Ce n'est pas ça qui va émouvoir les gens tellement que l'anecdote qui vient colorer d'émotion votre propos. Alors, le logos, c'est la logique. L'éthos, c'est le soi, puis le pathos, c'est plus les émotions. C'est ça. Et le soi, c'est le caractère, en fait. Le caractère qui se donne à voir à travers votre discours. Alors, ce qui est mêlant un petit peu, c'est qu'en parlant d'éthos, j'ai dit c'est l'image de soi qu'on projette. L'image de soi, on la projette des fois explicitement. Si je parle de moi, je vous raconte ma vie, je parle de moi, c'est clair que je suis en train de projeter une image de moi. Mais je la projette en ce moment même, sans parler de moi-même, par la manière dont je vous parle. Okay? Donc, il y a toujours une dimension éthique au propos, une dimension qui donne à voir le caractère de l'élocuteur dans son empressement,
dans sa sollicitude, dans son émotion qui peut être retenue, qui peut être relâchée. Je pourrais vous parler de façon tout à fait familière, tout à fait détendue, relaxée. Je serais dans un autre ethos. Si je vous parle comme je parle à mes copains, comme je parle à mes enfants, comme je parle à mes amis dans un bar, c'est un tout autre Luc que vous allez avoir devant vous. Ce n'est pas l'éthos du pédagogue, mais l'éthos du pédagogue est approprié aux circonstances. C'est l'image du professionnel que je dois de mettre à l'avant-plan. Et vous seriez étonné de voir comment je suis tout à fait différent dans d'autres circonstances. J'ai une autre question à propos de ça, mais qui est plus au niveau de la théorie. Si, exemple, je reprends mes citations que je dis dans mon discours, est-ce que ça relève de l'éthos, mais qui n'est pas nécessairement... C'est plus de l'éthos ou du pathos? Parce que c'est pas moi, tu sais, c'est pas moi qui dis ces propos-là, mais il y a quand même une émotion qui est dégagée, un propos, puis même qu'à la limite, on peut s'imaginer quelqu'un d'autre. Tu sais, si je fais quelqu'un qui est en colère, quand moi, je n'étais pas en colère, on comprend que c'est pas moi. Donc, c'est où est-ce que ça se situe? Mais le choix des citations témoigne de votre caractère, c'est-à-dire que vous vous laissiez émouvoir par ces drames-là, que vous, ça vous interpelle, que ça vous ait donné envie d'écrire quelque chose, que vous soyez choqué, outré, ça nous dit beaucoup sur vous comme humain. Ça dit que vous êtes une personne capable de compassion, capable de s'émouvoir devant l'injustice. Et le fait que vous preniez la peine de rapporter ces exemples-là, de citer, là, de dire, je vous prends témoin, là, regardez ce qu'on leur a fait, nous dévoile beaucoup de vous. Donc, vous êtes dans l'éthos, en même temps que vous êtes aussi dans le pathos, dans la mesure où vous voulez nous émouvoir à compassion, dire, regardez, je suis consterné, vous allez l'être sans doute comme moi, là. Alors, c'est à la fois de l'ordre de l'éthos et à la fois de l'ordre du pathos. Mais tantôt, l'éthos va prendre le dessus et tantôt, ça va être le pathos selon les circonstances. Mais vous voyez que ce n'est jamais tout à fait pur. C'est bon? Alors, on aura l'occasion peut-être d'en parler encore, mais pour l'essentiel, c'est ce que j'avais à vous dire, puis ça fait déjà trop longtemps que je vous parle. J'allais terminer sur cette dernière diapositive qui nous ramène au petit théâtre, où vous allez pratiquer l'art de l'amplification, mais théâtrale cette fois, avec Sophie et Hélène. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, en fait, parce que sans avoir à réécrire vos copies, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Elles sont toutes très bonnes. Il va falloir quand même encore peut-être travailler certains aspects, notamment au niveau de la livraison. Et puis, je vous souhaite bon courage et bonne continuation à cet égard. Et je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions dans les prochaines semaines, si vous avez des interrogations, si vous avez besoin d'une relecture. Je ne veux pas trop me commettre, je suis occupé, mais ça me ferait plaisir rapidement de vous donner mon impression, de vous donner mon sentiment. Ne serait-ce que dans une entrevue Zoom, on pourrait convenir d'un moment pour se parler. Je ne ferai pas un commentaire sur votre copie directement, mais je voudrais volontiers répondre à vos interrogations, vous donner des recommandations peut-être dans un entretien Zoom. Joliane. Donc, nous avons le droit de retravailler notre copie puis de faire des modifications. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est entendu et ça va de soi parce que sinon, à quoi bon des ateliers de formation si on vous donne toutes ces informations-là, mais on dit que vous n'avez pas le droit de réviser votre copie, ça ne serait pas très chic. Là, c'est intéressant de voir que vous allez pouvoir tirer profit de ces ateliers pour bonifier votre texte ou pas, parce que ça se pourrait que vous ne soyez pas d'accord avec ce que j'ai dit tout à fait, vous ne voyez pas l'utilité pour vous et ça se pourrait que vous gardiez votre texte comme ça. Il y a un point d'équilibre qui est atteint. Et changer quoi que ce soit menacerait cet équilibre-là. Alors, si au moins j'ai pu vous amener à prendre conscience de ce que vous étiez en train de faire, c'est déjà ça de gagner. Parce que quand on a conscience de ce qu'on fait, on le maîtrise mieux. Et ça va paraître dans la livraison. Et si j'ai accompli ça aujourd'hui, c'est déjà beaucoup et j'en suis content. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, moi, je voulais dire que j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui et que c'était bien intéressant. Merci beaucoup, Alexandre. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Philippe aussi, Adrien, Joliane, c'était charmant de vous voir et voir aussi l'endroit que vous avez choisi, tous et toutes. C'était différent, c'était coloré et ça aussi, ça dit des choses de vous. Ça fait partie de la dimension éthique
Alors qu'on choisisse de se filmer dans son salon, dans son atelier, ça nous dévoile des choses de votre personnalité. Alors, sans faire état de ça, sans dire un mot, je suis dans un atelier parce qu'on comprend que c'est quelque chose de vous, de votre personnalité. Et ce n'est pas innocent et ce n'est pas inutile. Par contre, il faut se poser la question, est-ce que c'est en lien avec mon propos? Est-ce que ça va servir mon propos? Et là, on peut être amené à se dire, ouais, peut-être qu'à ce moment-là, je devrais choisir un autre cadre qui peut-être dévoilerait moins sur moi, mais qui serait plus utile à mon propos. À vous de voir, à vous de juger. Luc, dans le fond, ça veut dire qu'on va en faire une vidéo qu'on va pour resoumettre? Je ne connais pas les modalités au niveau de la vidéo et des suites du concours. Il faudra vérifier avec Odette, mais certainement, on vous invite à retravailler votre texte, je pense, au terme des ateliers et probablement faire une autre vidéo pour une sélection finale. J'imagine qu'on va vouloir retenir un certain nombre de candidatures pour la finale du concours. Et là, je ne veux pas trop me commettre, m'avancer parce que je ne suis pas au parfum. Odette m'a demandé d'animer cet atelier, mais je ne connais pas les modalités dans le détail. Il faudra vérifier auprès d'elle. Mais normalement, j'imagine que le sens de ces ateliers, c'est de vous permettre de retravailler le tout, là. Puis sinon, tout à l'heure, vous disiez que dans l'art oratoire là, de la Grèce antique, les gens apprenaient leur texte par cœur. Il n'y a pas de télésouffleur, il n'y a pas de genre, c'est pour l'apprendre par cœur. Okay. Non seulement dans l'Antiquité, on apprenait nos textes par cœur, mais ces discours faisaient souvent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et on avait une pratique de la mémoria qui était tellement sophistiquée, développée, parce qu'on n'avait pas l'esprit parasité par toutes sortes de bidules électroniques, que les gens qui l'écoutaient était capable de le mémoriser instantanément. Alors, quelqu'un pouvait assister à un discours de 2 heures et le répéter presque mot pour mot quelques heures après. Et là, on dit, mais non, c'est charrié, là, ça ne se peut pas. Mais je vous assure, il y a des témoignages très nombreux de cet exercice qui consistait à répéter un discours qu'on avait entendu pour le relayer à d'autres et éventuellement le mettre par écrit. Et c'est un art absolument exigeant, mais dont on n'est plus capable aujourd'hui, mais qui était très en usage à l'époque des Grecs. Voilà. Okay, mais c'est juste ma question. Parce que moi, j'ai très bien. C'est ça, merci. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres commentaires, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne... Pardon? Excusez-moi, j'avais une question. Est-ce que vous nous conseillez, par exemple, lors de la réécriture et du tournage de la vidéo qu'on fera après ces exercices, est-ce que vous nous conseillez, par exemple, d'être au mini-théâtre, voilà, par exemple, genre dans un état neutre, enfin dans un arrière-plan neutre ou pas? Ça pourrait être très intéressant comme lieu parce que c'est un lieu de performance oratoire, c'est d'une sobriété certaine et il n'y a personne qui va être dérangé par ce cadre-là. Ça fait professionnel. Moi, je pense que c'est un très beau cadre. Si vous deviez vous enregistrer à nouveau, là, ça serait un endroit tout à fait intéressant. C'est sûr qu'on pourrait imaginer des scénarios où Minute Papillon, on fait ça à l'insectarium, puis on est entouré de papillons, ça pourrait être très intéressant. Aussi, on pourrait imaginer des formules encore plus percutantes, mais ce n'est absolument pas risqué. Au contraire, c'est très sage comme cadre. Un théâtre comme celui que j'ai en arrière-plan, ça fait très professionnel, très sérieux, et c'est très épuré en même temps. Donc, moi, je vous encourage à viser ça plutôt que le confort douillet de votre chez-soi. C'est bon? Alors, je prends congé de vous et je vous souhaite encore une fois bonne chance. Merci beaucoup de votre attention, de votre écoute et bonne continuation. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous. C'était vraiment très intéressant et très enrichissant, là, vraiment. Merci beaucoup.